Quand tu poses des choix, quand tu agis au quotidien et que tu adoptes certains comportements, consciemment ou inconsciemment, tu te réfères à des valeurs. Les valeurs nous semblent être des réalités très subjectives et donc peu susceptibles de faire l'objet d'une modélisation. C'est surtout qu'elles sont nombreuses et variées. Pourtant, les valeurs ont été étudiées pendant plus de 30 ans par le psychologue social Shalom Schwartz, qui a réussi à proposer un modèle de valeurs non seulement intéressant d'un point de vue théorique, mais qui surtout a été validé empiriquement par de nombreuses observations. Je te mets d'ailleurs l'ensemble des références liées à son travail dans la description de la vidéo. Je m'appelle Sylvain Dramet, je suis professeur de sciences sociales en Belgique et sur cette chaîne de la Sociothèque, je te propose des vulgarisations des grandes théories des sciences sociales ainsi que de la méthodologie de recherche. Dans cette vidéo, je te présente l'ensemble de la théorie des valeurs humaines de base. J'ai déjà réalisé une vidéo sur les normes et les valeurs. Je te renvoie vers cette vidéo si tu souhaites juste une introduction sur ces concepts, car cette vidéo-ci est un peu plus poussée. Et je te mets la vidéo sur les normes et les valeurs en fiche maintenant. Je te proposerai aussi plus loin dans la vidéo un questionnaire qui te permettra d'identifier les valeurs de base qui ont le plus d'importance pour toi. J'en profite pour t'inviter de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos consacrées aux grandes théories des sciences sociales. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient d'abord de définir ce qu'est une valeur. Shalom Schwartz propose 6 caractéristiques propres aux valeurs qui les différencient des normes ou d'autres concepts des sciences sociales. Une valeur est tout d'abord une croyance, une représentation sociale qui est activée dans certaines situations. Cette croyance constitue un objectif général désirable qui oriente nos actions et transcende le contexte dans lequel nous agissons en lui donnant du sens. Les valeurs nous servent souvent inconsciemment de repères et de critères pour évaluer les différents éléments et les comportements ou les événements qui surviennent autour de nous. Elles sont hiérarchisées et l'on préfère certaines valeurs à d'autres. Nous les classons dans un certain ordre de préférence. Enfin, c'est la mise en relation et les tensions des différentes valeurs qui influencent nos attitudes et nos comportements. Par exemple, le plaisir peut être une valeur importante pour toi si tu estimes que le but de la vie est de profiter de satisfaction personnelle immédiate. Quel que soit le type d'activité, la recherche de plaisir sera à la base de tes choix. Et si une action te procure beaucoup de souffrance, tu la jugeras négativement, même si elle peut être importante pour ton avenir par exemple. Mais tu peux aussi estimer que faire des choses déplaisantes n'est pas si négatif que ça, même si le plaisir est le plus important pour toi. Car juste derrière celui-ci, tu accordes beaucoup de valeur à la solidarité. Tu peux donc accepter des tâches peu amusantes si celles-ci sont utiles au groupe auquel tu appartiens. Tu ne veux pas laisser tomber tes amis, ta famille ou tes collègues, même si cela te coûte du plaisir. On le voit bien ici, les valeurs orientent nos actions bien qu'elles soient hiérarchisées. Elles sont en tension et en interaction au sein du processus même de décision. La théorie des valeurs de base postule qu'il existe un certain nombre de familles de valeurs et que toutes les valeurs peuvent être regroupées et sont liées au sein de cet ensemble que Shalom Schwartz nomme les valeurs de base. Le nombre de valeurs de base a évolué au fil de ses recherches. Il en a d'abord proposé 7 pour monter à 11 et en a finalement retenu 10 que voici. Autonomie, stimulation, hédonisme, réussite, pouvoir, sécurité, conformité, tradition, bienveillance et universalisme. Je ne vais pas les détailler tout ici, mais je te propose ce tableau dans lequel tu trouveras toutes les valeurs qui sont inventoriées dans ces valeurs de base. Si certaines valeurs te parlent, mets-les en commentaire afin que l'on puisse identifier les valeurs les plus importantes pour toutes celles et ceux qui suivent cette chaîne. Ce qui est très intéressant avec ces 10 valeurs fondamentales, c'est que leurs relations sont structurées et qu'elles connaissent des antagonismes ou des compatibilités les unes avec les autres. Par exemple, la valeur de réussite entre souvent en opposition avec la valeur de bienveillance. Quand nous poursuivons un but relatif à notre succès personnel, nous avons tendance à négliger un peu plus l'entraide ou le partage. Par contre, la visée de la réussite est compatible avec la volonté de pouvoir. Un autre exemple est celui de la recherche de stimulation qui pousse les individus à traquer la nouveauté et le changement et qui s'oppose au respect des traditions et des coutumes. En revanche, la tradition est soluble dans une autre valeur qui est la conformité. Dans ces exemples, certaines valeurs de base s'attirent tandis que d'autres se repoussent. Shalom Schwartz modélise ces compatibilités et antagonismes. En effet, il propose une représentation circulaire dans laquelle chaque valeur occupe un espace. L'espace occupé par chaque valeur est à proximité des espaces occupés par les valeurs compatibles et sera à l'opposé des valeurs antagonistes. En fait, cette représentation permet également de dégager 2 axes structurants. Le premier axe est construit sur l'opposition entre ouverture au changement et continuité.
ou conservation. Les deux pôles de la seconde dimension sont l'affirmation de soi et le dépassement de soi, c'est-à-dire une opposition entre intérêt personnel et ouverture aux autres. La structure circulaire nous permet de comprendre le découpage de cet espace des motivations. Il faut percevoir les valeurs comme distribuées de manière continue et constituant des gradients en relation avec les valeurs voisines. Les découpages ne sont juste alors que des tiroirs dans lesquels on classe chaque espace. À ce stade, le ou la plus critique pourra affirmer que cette théorie des valeurs fondamentales est une bien belle et séduisante théorie, mais qu'il ne s'agit là que d'une vue de l'esprit. Yeah. I'm gonna have to go ahead and sort of disagree with you there. Qui pourrait facilement être contredite. Ce serait là une grave erreur que tu penses cela, car Shalom Schwartz va réaliser de très nombreuses observations pour confirmer son modèle empiriquement. Il a utilisé 2 types de questionnaires pour enquêter. What's it do? Would you like to see? Yeah. Un premier questionnaire comporte 56 ou 57 items présentant chacun un aspect d'une des valeurs de base. Par exemple, un de ces items est égalité, comme chance égale pour tous situé dans une valeur de base, universalisme. Un autre est plaisir, satisfaction des désirs appartenant à la valeur hédonisme. Les personnes interrogées sont priées de se positionner par rapport à chaque item. Elles doivent noter sur une échelle de 9 points l'importance et l'influence de chaque item sur sa propre vie. Sur base des réponses formulées, une moyenne individuelle a été calculée en regroupant tous les items d'une même valeur de base déduite précédemment. Mais un problème de méthodologie se pose. Certains individus pourraient donner des notes globalement élevées, tandis que d'autres seraient plus prudents et plus économes dans la distribution des notes. Comment faire dès lors pour lever ce biais et bien cibler l'importance relative que les individus accordent aux différentes valeurs? Car ce qui nous importe, c'est la place que la valeur occupe dans la vie et les motivations de chacun, et non le score en lui-même qui n'est au final qu'un indicateur. La solution est assez simple. La correction est effectuée en centrant les réponses des participants à l'enquête à partir de leur note moyenne à l'ensemble des valeurs. De cette manière, on utilise les écarts relatifs à cette moyenne plutôt que les notes brutes. Un second questionnaire a été construit à la suite du premier afin de pouvoir réaliser l'enquête auprès d'un public peut-être moins à l'aise avec l'approche très conceptuelle et abstraite du premier. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Notamment on pense aux enfants ou aux personnes âgées, mais aussi aux personnes issues de cultures moins proches avec les modes de pensée occidentaux. Ce questionnaire propose 40 portraits qui décrivent des personnes imaginaires. Par exemple, c'est important pour cette personne d'avoir des idées nouvelles et d'être créatif. Il ou elle aime faire les choses à sa façon, de manière originale. Bien, c'est une description pour une personne qui valorise l'autonomie. Les répondants sont invités à se positionner par rapport à ces portraits via la question « Jusqu'à quel point cette personne est-elle comme vous ?» en donnant l'une des réponses suivantes. Tout à fait comme moi, un peu comme moi, un petit peu comme moi et pas du tout comme moi, de laquelle on déduit l'importance accordée par la personne à la valeur correspondante. Le traitement de ces données constitue une mécanique incroyable. Shalom Schwartz calcule le coefficient de corrélation de personnes entre 56 valeurs sur base des chiffres obtenus. En fait, il calcule le lien statistique qui existe entre les valeurs. Cette opération permet de chiffrer la liaison qui existe entre deux variables en mesurant le degré de dépendance entre elles. Par exemple, si un coefficient de corrélation entre deux valeurs est proche de 1, cela signifie que les deux valeurs varient en même temps, de la même façon. Quand l'une varie d'une certaine manière, l'autre suit. Quand le coefficient est proche de 0, c'est qu'il n'y a aucune correspondance, tandis qu'un coefficient proche de -1 indique que les variables évoluent dans des directions opposées. Lorsque la première croît, la seconde décroît d'une manière équivalente. Si tu veux en savoir plus sur les corrélations, je te mets différents liens vers d'autres vidéos dans le descriptif ci-dessous. Une fois que les coefficients de corrélation sont calculés entre chaque valeur, celles-ci sont reportées sur un espace en 2 dimensions. Les items qui sont objectivement liés seront positionnés à proximité les uns des autres et seront éloignés des items qui leur sont opposés. Autrement dit, cette projection permet de visualiser les cohérences qui se dégagent de l'observation empirique. Et ce que l'on obtient est remarquable, car si l'on replace chaque item dans les valeurs universelles, on voit que 10 ensembles correspondant aux valeurs de base identifiées théoriquement sont bien présents, et que la structure de l'espace est elle aussi ce qui avait été proposé. Qui plus est, on constate que l'ensemble de l'espace est occupé, ce qui signifie que toutes les valeurs de base sont couvertes. Bien sûr, les découpages et les appellations restent arbitraires, mais la structure et l'organisation des valeurs est un fait.
Shalom Schwartz a recueilli avec ses outils des données dans 68 pays au travers de 233 échantillons, ce qui représente un total de 64 721 personnes interrogées. Les résultats sont surprenants puisqu'en dépit des cultures, des âges ou des catégories sociales, on retrouve à peu de choses près la même hiérarchie des valeurs pour l'ensemble de la société concernée, même si les variations entre les personnes existent. Les valeurs de bienveillance, d'universalisme et d'autonomie arrivent en tête de la hiérarchie, tandis que le pouvoir et la stimulation ferment la marche. Il explique cette stabilité entre les cultures par le fait que les trois valeurs de tête sont les valeurs utiles à la stabilité des groupes et des collectivités, et que dès lors, les agents de socialisation ainsi que les agents qui assurent le contrôle social favorisent l'intégration, le maintien et le respect de ces valeurs, alors que les valeurs moins plébiscitées par les répondants sont des valeurs qui peuvent mener au conflit interpersonnel et menacer la cohésion des groupes. Elles ne sont donc pas favorisées comme les premières et sont donc moins valorisées socialement. Tout ce qui vient d'être dit n'empêche pas l'existence de différences interpersonnelles. Je l'ai déjà dit. Comment les valeurs de base sont-elles intégrées et hiérarchisées par les différentes catégories de personnes qui constituent une population? Au niveau de l'âge, les études empiriques montrent qu'avec celui-ci, les valeurs de continuité, à savoir la tradition, la conformité et la sécurité, prennent le dessus sur les valeurs d'ouverture au changement que sont l'hédonisme, la stimulation et l'autonomie. Il en va de même pour les valeurs d'affirmation de soi, le pouvoir et la réussite, qui laissent la place aux valeurs de dépassement de soi, la bienveillance et l'universalisme. Concernant le sexe, il existe quelques différences entre les hommes, plus enclins à privilégier le pouvoir et la réussite, et les femmes qui favorisent les valeurs altruistes. Mais de toutes les variables testées, le sexe n'est pas celle qui introduit le plus de variations. Le niveau d'éducation joue assez bien sur l'intériorisation ou non de certaines valeurs. Selon l'indicateur du nombre d'années d'études, on constate que ce dernier explique en partie la prédominance des valeurs d'autonomie et de stimulation au détriment des valeurs de conformité, de tradition et de sécurité. Avec un meilleur niveau d'éducation, les individus remettent plus souvent en question l'ordre établi. Enfin, un revenu élevé pour le ménage auquel on appartient autorise un certain optimisme et un esprit d'ouverture à la vie en général. C'est la raison pour laquelle les personnes issues des ménages les plus aisés ont tendance à accepter les valeurs de stimulation, d'hédonisme et de dépassement. Le pouvoir est particulièrement présent dans le tiers de la population ayant les revenus les plus élevés. Comme on peut s'y attendre, ces personnes sont également moins réceptives aux valeurs de tradition, de sécurité et de conformité. La théorie de Shalom Schwartz a été et est encore très féconde. D'abord au niveau pratique où la théorie des valeurs peut apporter des clés de lecture et permettre l'intervention efficace dans différents contextes. Je lisais d'ailleurs récemment un dossier relatif à la gestion des groupes classes dans les écoles où l'auteur Luc Peters préconisait de recourir à ce modèle pour cibler les différences de hiérarchisation des valeurs entre les élèves et les enseignants. Une trop grande différence pourrait être à la base de dysfonctionnements dans les activités d'enseignement et d'apprentissage. Mais la théorie qui a été présentée ici a été mobilisée à de nombreuses reprises dans des recherches et notamment des études comportementales visant à montrer l'importance des valeurs dans les schémas d'action des individus. Par exemple, en sociologie électorale, lors des élections italiennes de 2001, on a vérifié que les électeurs italiens de centre droit étaient plus réceptifs aux valeurs de sécurité, de pouvoir et de réussite que les électeurs de centre gauche orientés surtout vers la bienveillance et l'universalisme. Cette théorie des valeurs de Shalom Schwartz est donc à mon avis incontournable si tu souhaites utiliser ce concept de valeur dans ta recherche de sciences sociales. Je t'avais promis un questionnaire pour évaluer ta propre hiérarchie des valeurs, tu le trouveras dans le descriptif. N'hésite pas à y répondre et à venir partager tes résultats dans les commentaires de cette vidéo. Je te remercie pour ton attention et pour le soutien que tu pourras accorder à cette chaîne et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.